Bien, bonjour à toutes et à tous avec qui je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. On va pouvoir passer à deux tables rondes. Je tiens à remercier d'ailleurs au préalable les deux lauréats. Donc les deux tables rondes, la première sera animée par Elsa Bambaron, si j'ai bien compris, journaliste au Figaro. Et j'invite sur l'estrade 4 personnes, Fabien Chaunet, Xavier Daval, Louis-Pierre Geffray, Rémi Herlin, qui vont animer la table autour de décarboner les usages et et flexibiliser le système. Merci à vous. Merci, oui, bonjour. Alors, je ne présenterai donc pas les intervenants puisque vous venez de le faire, Alexandre. Je voulais juste adresser un petit message à François. Je suis désolée, mais vous êtes une start-up. Parce que la définition d'une start-up, c'est une jeune entreprise à forte croissance. Personne n'a dit que ça devait perdre de l'argent. Donc, voilà, je suis désolée. Ça peut l'être aussi. Donc on va parler du nouveau marché de l'électricité et de la décarbonation des usages et de la flexibilisation du système qui va avec le solaire, la courbe solaire, cette fameuse cloche qui rend pas mal de gens chèvres, puisque ça ne produit pas forcément au moment où les gens consomment. Les gens sont méchants. Le maire de Cléguéré nous a expliqué qu'on pouvait aussi aller vers de l'autoconsommation, mais est-ce que cette autoconsommation peut se doubler d'une flexibilité ? Ça sera à vous, messieurs, de répondre. Et la question, je vais commencer tout de suite. Je pense que tout le monde est convaincu qu'il faut décarboner et que la décarbonation passe par l'électrification, donc on s'épargnera le débat. Je vais poser par une question à mon voisin, Rémi Hurlin, sur le rôle de la banque... pardon, vous êtes là, excusez-moi. Sur le rôle de la Banque des Territoires. Pardon, vous avez... On est aussi chaud. Je me suis trompée de chauve, c'est moche quand même. Un chauve peut en cacher un autre. Je suis désolée. Il m'avait dit de ne pas faire la blague, donc je suis... C'est raté. Quel est le rôle de la Banque des Territoires donc, pour accompagner les développeurs et les collectivités locales dans cette électrification et dans cette installation de moyens de production locaux et renouvelables ? Et j'ai bien compris, François, aussi que la réponse, c'était l'électronique de puissance distribuée, mais on va essayer d'aller au-delà de cette réponse aussi. Oui, merci. Merci Elsa. Moi, dans ce cénacle d'experts, je suis celui qui connaît le moins, qui n'y connaît rien. Je suis juste le partenaire financier, donc Banque des Territoires, c'est la Caisse des dépôts, l'accompagnement des projets publics, mais aussi privés sur le territoire. Et donc nous, on intervient auprès des développeurs de plusieurs façons, parce qu'il y a plusieurs types de développeurs. De par notre capacité d'intervention, on peut être aussi bien aux côtés des collectivités locales qui s'emparent de ce sujet-là, en étant actionnaires à leur côté dans des sociétés d'économie mixte sur l'énergie. Il y en a plusieurs qui sont présentes dans la salle et je les salue. On peut intervenir d'une deuxième façon, où cette fois-ci, toujours pour faire naître sur le territoire des projets de production d'ENR photovoltaïques, éoliennes ou autres, on va être co-investisseurs minoritaires, mais co-investisseurs aux côtés d'acteurs d'énergéticiens dans des parcs pour produire de l'énergie. Donc on met un peu d'argent dans une structure vide, sans personnel, mais qui va fournir le capital pour piloter ces unités. Et puis de façon beaucoup plus résiduelle, il peut nous arriver de sélectionner des partenaires industriels en nous disant mais eux, ils ont une façon d'adresser le marché qui est particulièrement intéressante, qui permet de répondre à des besoins que rencontrent nos territoires. Et ça vaut le coup qu'on vienne mettre un peu de capital pour booster leur développement. Et donc c'est ce qu'on a fait dans See You Sun en 2021. Et puis on a accompagné la levée, la deuxième levée en 2024. Et on est très, très fiers d'être aux côtés de See You Sun pour cette belle mission. Je ne vous demanderai pas si c'est une start-up ou pas, parce que ça va finir par vexer François. Sur les... Si, je vais encore me tromper, je vais arrêter de me tromper de compter. Xavier, je voulais vous demander, pour vous, est-ce que cette énergie solaire, justement, c'est un bon moyen de décarboner ? Parce qu'on a toujours cette problématique de décarbonation production face à la consommation. Est-ce que c'est une énergie qui peut répondre à cette problématique ou est-ce qu'il va falloir fatalement la doubler avec des batteries, changer les tarifications ? Faites pas cette tête, je vous vois, Fabien.
Moi aussi, j'appuie sur le bouton. Voilà, tout à fait. Pardon, merci à tous. Bonjour à tous. Est-ce que le solaire est décarboné? La réponse est oui. Est-ce que le solaire est la bonne réponse? Vous l'avez dit dans votre introduction, la première des problématiques du solaire, c'est qu'elle dépend du soleil. Et il se trouve que la fenêtre diurne du solaire, elle est que pendant la journée. Donc la ressource, elle est plutôt concentrée sur un nombre d'heures assez étroit, et plutôt en été qu'en hiver. Donc ça fait partie des, je dirais, des conditions. On prend pas. Moi, je prends. Et donc, à partir de là, il va falloir s'adapter. Aujourd'hui, oui, on a un problème. On a un problème d'excès, on a un problème d'heure négative. Et moi, je trouve ça super parce que ça veut dire que c'est un signal au marché. Allô? Vous entendez? Il y a un problème. Non, mais je dis, allô, il y a un problème. Mais il y avait un problème de son. Il y a un problème aussi. Allô, il y a un problème. Et dans tous les marchés, action-réaction, et on s'adapte. Donc, je suis convaincu qu'on va s'adapter parce qu'on a la chance extraordinaire de pouvoir disposer pendant les heures de la journée où le soleil est là d'électrons gratuits qui vont pouvoir devenir de l'électricité à disposition. Donc il faut simplement aujourd'hui, et c'est une phase de transition, et le stockage est sans doute fait partie des éléments de réponse, mais il n'est pas la seule, il faut juste une adaptation entre offre et demande, mais la demande va suivre. Et ça, vous en êtes convaincu, Fabien, la demande va suivre. Et est-ce que la solution pour répondre à ces écarts de prix, c'est de mettre en place des contrats long terme avec les entreprises, de les pousser à s'électrifier? C'est ce que dit RTE, c'est la réponse au prix négatif, c'est l'électrification. Alors, bonjour à tous. Oui, moi, je crois beaucoup au signal prix, effectivement, pour envoyer des signaux aux consommateurs. Alors, le problème, c'est que le consommateur, il ne voit pas le signal prix du marché gros et négatif. Il ne le voit pas du tout, parce que dans sa facture, il y a plein d'autres choses qui viennent de toute façon couvrir le côté négatif du coût de l'électron. Et donc, il ne le voit jamais. Et parmi ces choses-là, il y a quand même les taxes. D'abord, on peut quand même en parler, parce qu'on a quand même sur l'électricité, nous, en tant que consommateurs résidentiels, en fait, en réalité, 50% de taxes sur la facture hors taxe. Donc la taxe sur l'électricité qu'il faut comparer à la TVA à 20% que tout le monde connaît, c'est bien 50%. Ce n'est pas le 33% qu'on évoque de temps en temps. Avoir 50% de taxes sur l'électricité, qui est un produit de première nécessité et qu'on veut utiliser pour décarboner notre consommation d'énergie en totalité, donc pour se substituer aux autres énergies, c'est une aberration totale sur lequel effectivement il faut revenir. Mais après, il y a les autres éléments, et notamment sur le prix de l'électron. Il faut quand même se rappeler qu'en France, le premier moyen de production, c'est le nucléaire. Et ça sera vrai encore pendant un moment. Donc la question de la tarification du nucléaire vu du consommateur, elle est cruciale. Les réglementations qui ont été prises suite à la fin de l'AREN, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, que j'ai proposé en 2005, donc ça commence à dater, qui a pris fin en 2025, sont catastrophiques de ce point de vue-là, n'envoient absolument aucun signal ni stabilité, ni même de compétitivité, et encore moins de protection aux consommateurs, donc ça c'est catastrophique. Et pour répondre à votre question sur les contrats que propose EDF aujourd'hui, alors d'abord ça ne concerne que les industriels, ça ne concerne pas les résidentiels, et je rappelle qu'il y a des enjeux de décarbonation de la consommation résidentielle au moins aussi importants que pour les industriels, et même pour les industriels ça n'a aucune chance de marcher, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'en termes de durée, il y a soit des contrats de 5 ans qui sont évidemment trop courts pour envoyer des signaux d'investissement. Si vous avez un contrat de 5 ans, vous avez à peine le temps d'investir avant de profiter de votre contrat, donc ça ne marche pas. Et sur les contrats qu'EDF propose qui sont plus longs, de 10 ans, type CAPN ou Excelsium, là, vous avez des contraintes très fortes en termes financiers. Vous devez avancer de l'argent en tête, comme dit EDF, et vous devez prendre des risques sur la production industrielle qui font qu'il y a très peu d'entreprises qui peuvent prendre ces risques-là. Même Patrick Pouyanné de Total a dit qu'il ne voulait pas les prendre. Alors, il a fini par signer quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Si vous avez des nouvelles, je suis preneur. Il a signé un CAPN sur 15 ans avec, vous allez être content, un prix qui se rapproche de celui de l'AREN. Ouais, et ben j'aimerais savoir ce qu'il y a dans le contrat. Pourquoi lui, il a ça et pas les autres, et pourquoi les autres fournisseurs ne sont pas capables de le proposer. Parce que Pouyanné, il est plus gros que les autres. Je suis très preneur de ce contrat. Mais en tout cas, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner pour la très grande majorité des entreprises qui ont aussi besoin de se carboner. Et évidemment, le VNU, qui est censé protéger tout le monde, il ne protégera personne. Le VNU, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le versement nucléaire universel. C'est le mécanisme dont personne n'a encore vraiment compris le fonctionnement. Qui ne comprendra jamais. Parce qu'en fait, il ne marche pas. On a fait un numéro de claquette. Parce que donc c'est au-delà d'un certain seuil, il y a une part qui est reversée en bas de facture, mais on ne sait pas quelle part et comment elle est reversée et comment elle arrive en bas de facture. Mais a priori, ça devrait fonctionner. Je voudrais ajouter un dernier mot. C'est que tous ces contrats proposés par EDF sont basés, en réalité, contrairement à ce qu'ils peuvent vous dire, sur le prix de gros. Le prix de gros français. Alors, il est corrélé au prix de gros européen. Aujourd'hui, il est nettement inférieur, mais en fait, ce prix de gros, il n'a aucune raison de refléter la compétitivité nucléaire, ni à court terme, ni à long terme. Et la meilleure preuve, c'est que si tous les Français, résidentiels et industriels,
s'électrifier effectivement au regard de ce qu'on a tous envie d'obtenir, et bien finalement le prix de gros français va rattraper le prix de gros allemand, parce que la différence entre le prix de gros allemand et le prix de gros français aujourd'hui, qui est significative, c'est vrai, elle est liée à la saturation de nos interconnexions. Aujourd'hui, on produit suffisamment pour saturer nos interconnexions, et donc les deux prix se décorrèlent. Si tous les consommateurs industriels et résidentiels s'électrifient, il n'y aura plus de saturation des interconnexions, on va se corréler au prix allemand, qui lui dépend des prix du gaz notamment, et du CO2, et donc on aura totalement perdu l'avantage du nucléaire et des énergies renouvelables. Et évidemment, les industriels l'ont bien compris, et c'est pour ça que ça ne marche pas. On vient d'enterrer à peu près tous les espoirs de tout le monde dans le développement des énergies renouvelables, mais je vais quand même il y a des solutions. Non, il y a des solutions. Je vais quand même essayer de me tourner vers Louis-Pierre Geffray pour parler de transport, parce que ce que disait tout à l'heure François est tout à fait exact. Une facture énergétique de 60 milliards en pétrole et en gaz essentiellement, on n'importe plus beaucoup de charbon. C'était 120 pendant le Covid et la crise pendant la crise de la corrosion sous contrainte, 120 milliards, et l'année prochaine, il y a des perspectives à 95. Donc, comment faire pour consommer moins de pétrole ? Ça passe par électrifier les transports. Je crois que c'est votre sujet. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Donc, effectivement, moi je parle de l'administration, donc du SGPE, Secrétariat Général à la Planification Écologique, qui est une petite équipe de 25 personnes. On a pour mission le suivi de nos trajectoires de transition, que ce soit la décarbonation, mais tous les autres enjeux environnementaux que ça peut embarquer. Et donc, comme le disait Elsa, je suis en charge des transports. Sur le sujet des transports, effectivement, la question elle est assez simple. On sait qu'il faut électrifier. On le ressent d'autant plus aujourd'hui. Si on refait le fil des quelques dernières années, on a quand même, je pense, eu un peu des signaux contradictoires. C'est-à-dire que dès qu'on rediscute de 2035 dans la presse et de l'interdiction des voitures thermiques, on a un sujet qui est très passionnel, qui soulève beaucoup de questions. Ce faisant, il faut quand même électrifier. Et fort heureusement, on voit que dans la période actuelle, les choses commencent à décoller. On était dans une situation, et vous le savez, où on manquait plutôt de véhicules au cours des 3-4 dernières années par rapport à toutes les trajectoires qu'on peut manipuler en interne de l'État, à commencer par la stratégie nationale bas carbone. On s'est mis en ordre de bataille, et c'était une volonté très forte du Premier ministre que de rattraper le retard sur le transport, ce qui a donné lieu à la rédaction du plan d'électrification qui a été présenté le 11 avril, qu'on a nous-mêmes piloté et rédigé pour le cabinet du Premier ministre, et qui continue d'être travaillé. Donc vous avez tout un tas de nouvelles mesures d'ordre du soutien à l'achat sur l'ensemble des véhicules routiers qui ont été annoncés. Et c'est pas rien aujourd'hui que de vous dire et que de le rappeler que tout véhicule routier aujourd'hui neuf mis à la route présente une équation économique favorable sous 4 à 5 ans, voire moins. Je ne sais pas si tout ça est clair pour vous, mais c'est bien le cas. C'était déjà plus ou moins le cas sur le véhicule particulier. Ça l'est à l'extrême pour les entreprises, où vous avez quand même des différences de TCO pour les personnes qui manipulent ces éléments. TCO. Donc c'est le coût total d'usage sur 4 ans, avec les amortissements, la fiscalité, le carburant, l'énergie, l'assurance, etc. Et quand vous faites le calcul, vous avez aujourd'hui une équation qui est 10, au moins 10% moins cher pour un véhicule électrique sur 4 ans en location. Donc c'est le cas pour les véhicules particuliers. On s'est beaucoup attelé à travailler sur la question des poids lourds. Ça a été mentionné par François tout à l'heure, avec des annonces par le Premier ministre lui-même de porter à plus de 100 000 euros les aides à l'achat par tracteur routier électrique. C'est un sujet sur lequel on s'est assez impliqué de notre côté. Ce qui fait que pour un transporteur routier aujourd'hui, là aussi sur 4 ans, il s'y retrouve, c'est-à-dire par rapport à un camion diesel équivalent qui coûte pas loin de 300 000 euros, on met un peu plus de 100 000 euros d'aide. On arrive à un ticket d'entrée à moins de 200 000, 180 000 euros. On a un suramortissement en plus. Et par rapport à un camion diesel qui coûte 110, 120, en fait, le gap, il est comblé au bout de 4 ans. Ce qui était un besoin fort, parce que précédemment à cela, on avait plutôt un point d'équilibre qui tombait à 8, 9, voire 10 ans. Et pour le secteur du transport routier qui fait des marges très faibles, ça ne marchait juste pas. Donc on peut espérer un décollage très fort sur le poids lourd, et je pense que vous le ressentez de votre côté. Et puis on a la même question maintenant résolue sur les camionnettes. Camionnettes avec des enjeux industriels forts pour le site France, puisqu'on assemble des voitures particulières en France, mais plus encore au moins, enfin en tout cas des camionnettes, des voitures, des véhicules utilitaires légers. Et là aussi, on a apporté des réponses en termes de soutien.
Tout cela conditionné à une préférence européenne, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement porté également par le gouvernement pour s'assurer que ça bénéficie à l'industrie française et aux emplois européens ou a fortiori français. Donc je dirais que cette équation-là, elle est résolue sur les enjeux économiques pour l'achat de véhicules neufs. Ce qui nous fait espérer que donc on va avoir un décollage sur ces véhicules et que donc on va consommer plus d'électricité parce que c'était le point d'entrée du raisonnement quand on regarde les trajectoires rappelées par divers acteurs, à commencer par RTE. Et donc je pense qu'une fois qu'on a commencé ce travail, alors après il reste plein d'autres choses qu'on est en train de travailler sur des sujets réglementaires, des sujets d'infrastructure notamment. Ça, on reviendra aux on reviendra infrastructures, mais là-dessus je voudrais rebondir, Rémi, on est quand même dans un environnement législatif, gouvernemental, politique, si vous voulez, mouvant. Comment on fait pour inciter les gens à investir alors, je ne vais pas dire avec des règles du jeu qui changent tout le temps, mais je crois qu'on en est à 14 ou 15 versions de ma prime rénov'. Enfin, tout ça n'aide pas à la visibilité. En 2 ans, je précise, comment on fait pour que, justement, assurer cette continuité quand on est financeur, sachant qu'autour, ça bouge? Alors, le plus compliqué, c'est peut-être pas tant d'inciter les gens à investir, je ne parle pas des particuliers qui ne sont pas notre public, mais de convaincre nos parties prenantes, nos interlocuteurs, ce que c'est que d'investir dans la production d'énergie renouvelable. Bien souvent, quand on parle au grand public, les gens sont persuadés que le principal ressort d'un projet d'ENR, c'est la puissance du parc photovoltaïque, la performance de l'éolienne, qu'on est vraiment très sur des sujets technologiques. D'un point de vue financier, ce n'est pas ça le sujet. Alors, si ça vient améliorer le modèle économique, tant mieux. Mais la principale difficulté, c'est réussir à financer un projet qui va mettre du temps à sortir, qui va mettre un temps très long et incertain à sortir, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est sur des activités qui sont très gourmandes en foncier, donc il faut maîtriser le foncier, on l'achète, on le loue, on a une redevance, c'est du foncier public, il faut mettre en place des outillages juridiques un peu particuliers, c'est des fonciers privés, il faut se les assurer. Donc il y a une dureté foncière propre à toute activité qui intervient sur du foncier. Et puis c'est un foncier, une fois que vous l'avez sécurisé, l'histoire commence à peine, parce que les voisins, ils ont aussi leur mot à dire sur ce qui se passe chez vous. Donc il y a toutes les questions d'acceptabilité. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, il y a la troisième couche que vous avez évoquée, qu'ont rappelé les intervenants tout à l'heure. Vous êtes dans un cadre complètement mouvant. Vous avez prévu un modèle financier, un modèle économique qui correspond à tels ordres de grandeur, tel prix de rachat, tel coût de la matière, et ainsi de suite. Et puis on vient vous dire, 2 mois avant l'ouverture, vous allez rire, on change de tarif de rachat, ou alors il y a une crise énergétique qui fait que vos éléments vont coûter 2 fois plus cher, votre acier va coûter plus cher, parce que Donald Trump a eu envie de faire des siennes le matin en se levant à l'autre bout de la planète. Donc voilà, blague à part, c'est ce qui vient complexifier beaucoup plus que le défi technologique, c'est plutôt la gestion du temps sur des projets un peu complexes. Donc on se retrouve, je me tourne vers vous Xavier, vers des projets dont le coût de construction augmente mécaniquement, avec un rôle du réglementaire, un coût réglementaire aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Comment vous faites pour résoudre un peu cette quadrature du cercle? Aller plus vite, c'est produire moins cher, et comment on répercute ce moins cher? Et je voudrais un jour avoir une réponse à comment on fait pour avoir de la flexibilité dans les usages. Beaucoup de questions. La première, je me pose parfois la question de la complexification des procédés renouvelables. Je jette le caillou dans la mare, hein, j'y vais. Et je me demande si elle n'est pas intentionnelle. Parce qu'on est quand même, c'est extraordinaire, on est le champion du monde de l'électron photovoltaïque le plus cher du monde. C'est difficile de trouver un pays où c'est plus cher qu'en France. Donc on est quand même très très bon à ce niveau-là. Très très bon, très très mauvais? Ah ben je ne sais pas. Je constate que s'il y avait une remise de prix du prix de l'électron solaire le plus élevé, on est médaille d'or haut la main. Donc ça c'est paradoxal parce que, à mon avis, surtout quand on a une urgence climatique, une urgence planétaire, et que l'objectif devrait être d'essayer de décarboner le plus vite et le maximum, on devrait plutôt essayer de viser la simplicité et le prix le plus bas, qui est le meilleur facteur d'adaptation. Si pour toutes les entreprises, on avait une garantie que l'électron ne serait pas cher, je peux vous assurer qu'ils basculeraient tous. Si on a une incertitude sur ce que va être le prix, parce que nouvelles taxes, nouvelles règles, nouvelles contraintes, compliqué. Et dans ce paradoxe, il se trouve que nous, France, Europe, nous avons bénéficié d'un accélérateur technologique qui s'appelle la Chine.
C'est eux qui ont payé les innovations qui font que nous avons tous les ans une nouvelle génération de panneaux plus puissante à même prix, donc plus de watts pour le même prix, donc le watt moins cher, etc. Des onduleurs plus puissants, des batteries qui sont de moins en moins chères, etc. La course technologique, elle n'est pas chez nous. Et nous, on la regarde de loin et on dit, tiens, je vais peut-être mettre une règle. Et là, d'un coup, pris d'un sentiment que l'industrie va revenir instantanément en claquant des doigts, on sort des nouvelles règles, NZIA, en avant, youpla boum. Et là, maintenant, on va fermer dit pas de sigle. On avait dit pas de sigle. Et donc des règles de protectionnisme peut-être... européen, je suis d'accord, c'est tout à fait odieux. Des nouvelles règles, j'entends, mais je pense qu'il faut peut-être qu'on réfléchisse la réindustrialisation autrement que simplement en imaginant qu'en recréant la ligne Maginot, on arrêtera les Allemands. Donc on ne va pas parler du MACF, on est d'accord. Non, c'était une vanne nulle. Xavier, peut-être une question sur... tout à l'heure, vous disiez, si les prix de l'électricité sont de moins en moins chers, on électrifie, tout le monde se met à consommer, donc en fait, on désature les interconnexions, on équilibre, et donc à l'arrivée, l'électricité est plus chère, donc on n'a pas du tout intérêt à s'électrifier, si je vous suis. Alors, Fabien. Vous avez dit Xavier, mais je crois que c'est Fabien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la situation dans laquelle on est, oui, c'est une impasse. Mais il faut évidemment changer un certain nombre de règles, et notamment le traitement nucléaire. C'est la première chose. Et d'ailleurs, en l'occurrence, c'est le traitement du nucléaire. C'est l'intérêt des consommateurs d'avoir de la compétitivité, de la stabilité sur le coût d'approvisionnement nucléaire. Mais c'est aussi l'intérêt d'EDF, bizarrement. C'est assez paradoxal. EDF a besoin de centres nucléaires avec de la prévisibilité et de la stabilité. Et moi, j'ai été très étonné de voir EDF militer pour ce VNU, versement nucléaire universel, qui n'est pas son intérêt et qui coûte très cher. En coût de financement, ils ont changé de patron et les prochains, ça sera des contrats pour différence. Donc on est bon. Non, mais bien sûr qu'on va revenir au contrat pour différence, que j'appelle moi l'AREN symétrique. Le grand défaut de l'AREN, en fait, c'est qu'il était dissymétrique, ce qui était vraiment défavorable à EDF et pas normal. Il faut faire un AREN symétrique sous forme de contrat pour différence. Et on y viendra parce que tout le monde a compris que le VNU, c'est vraiment pas bien. C'est pas la peine de comprendre ce que c'est parce que finalement, ça ne servira jamais. Pour répondre alors votre question, c'était finalement qu'est-ce qu'il fallait faire, c'est ça? La question, c'est de dire si tout le monde consomme plus d'électricité, on retend le marché et on arrive à une électricité plus chère et on est coincé dans un modèle. On arrive à une électricité plus chère, effectivement, si on la paye au prix de marché gros, européen, qui est drivé par des pays qui n'ont pas les mêmes choix que les nôtres. Il faut que notre pays et nos consommateurs, encore une fois industriels et résidentiels, puissent bénéficier des choix politiques qu'on fait en faveur du nucléaire d'une part et des énergies renouvelables d'autre part. Et également des concessions hydroélectriques qui sont un patrimoine historique très important de la France. Et je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment, à l'Assemblée nationale, en tout cas, et même au Sénat, donc au Parlement, on est en train de décider un système de traitement des concessions hydroélectriques à cause d'un contentieux très ancien avec la Commission européenne, qui va faire perdre à tous les consommateurs et définitivement tout l'avantage compétitif de la production hydroélectrique. Je trouve ça très grave, personne n'en parle, c'est dramatique, oui. Et la production hydroélectrique, c'est aussi de renouvelable, hein. On ne va pas partir sur le projet de loi Bolo-Battistel, ça nous en est un peu loin. Ça, c'est le projet de loi sur l'hydroélectricité et il y a une attribution de 6 gigawatts de production d'EDF à ses concurrents. Au prix de marché gros, donc on n'a aucun intérêt ni pour les concurrents ni pour les consommateurs. Si le marché de gros est très faible, on peut avoir de l'intérêt. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous suivez ces marchés ou c'est trop, ou si vous voulez réagir là-dessus. Parce que j'ai toujours pas la réponse moi à mes questions initiales, qui étaient sur la flexibilité. Comment on fait? Quels sont les outils dont aujourd'hui on dispose pour faire en sorte que quand on a un prix qui tape moins 498 €, je sais plus combien, mai, qui était un record absolu, 1er mai. Enfin, moi, je peux vous répondre sur la question. Je pense que, effectivement, avec le développement des énergies renouvelables, alors on dit intermittent, variable, comme on veut, il y a un sujet d'équilibrage de l'offre et la demande qui est plus compliqué qu'avant. Alors, d'ailleurs, à tous les niveaux, hein, en termes de... Je vais parler de réglage fréquence-puissance et de tension réactive, si vous voulez. Non, je ne vais pas en faire. Mais le système électrique est plus compliqué à gérer avec le développement des énergies renouvelables. Ça, c'est une certitude. Pour autant, est-ce qu'il faut renoncer au développement des énergies renouvelables, comme certains opposants le disent? Évidemment non. Moi, j'aime bien la comparaison avec le transport. Le moyen de transport le plus compliqué, le moins naturel, c'est le transport aérien. Il est clair que ce n'est pas tout à fait naturel, c'est effectivement assez dangereux et compliqué. C'est d'ailleurs le dernier qui est intervenu dans le développement de l'humanité. Mais c'est aujourd'hui le plus sûr. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on est capable de traiter, aujourd'hui on a les moyens de le faire, la complexité qui est liée au développement des énergies renouvelables dans un système électrique, c'est tout à fait sûr, c'est possible de le faire. Les Espagnols n'ont pas été très prudents, j'espère qu'en France on l'est un peu plus, mais en tout cas c'est possible. Maintenant, il y a effectivement un certain nombre de contreparties qu'il faut prévoir. D'abord, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que la production renouvelable maximum
est capé par un facteur exogène qui est la quantité de vent et la quantité de soleil, qu'on ne peut pas le piloter. Il est absolument nécessaire qu'on passe dans une logique de pilotage des énergies renouvelables. Le contrat, l'obligation d'achat historique, on balance tout dans le réseau et puis on se fait rémunérer et puis advienne que pourra, c'est terminé ça. Il faut vraiment se positionner dans une logique d'économie de puissance qu'évoquait François. Évidemment, ça va arriver sur tous les moyens de production renouvelables de plus en plus bas. Mais il y a également d'autres moyens. Et évidemment, le stockage est un élément très important. Il commence à se développer très bien d'ailleurs sur les moyens de stockage importants. Il va falloir mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs pour que ça puisse se développer chez les résidentiels. J'en profite d'ailleurs pour dire que Fabelsi, parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que Fabelsi, mais Fabelsi, c'est un start-up studio, je défends le terme de start-up, c'est un start-up studio qui développe des start-up qui permettent d'électrifier les consommateurs résidentiels et dans lequel on travaille sur la question du stockage des batteries chez les clients résidentiels. Donc il y a la question du stockage, il y a évidemment la question de la flexibilité de la consommation. Il faut qu'on avance sur la flexibilité de la consommation. Et là, de la même manière qu'on a favorisé les énergies renouvelables pendant très longtemps en rémunérant de manière garantie l'énergie produite, pour faire simple, le renouvelable, c'est de l'énergie et ce n'est pas de la capacité. Donc, ce n'est pas de la puissance. Finalement, la flexibilité de la consommation, c'est l'inverse. Quand vous faites de la flexibilité de la consommation, vous déplacez de la consommation. Donc, vous ne faites pas d'économie d'énergie. Par contre, vous avez une gestion de la puissance qui devient très intéressante pour le réseau. Donc, il faut développer les systèmes de flexibilité chez les consommateurs en valorisant correctement la capacité. C'est la raison pour laquelle, dès 2005, je crois que j'ai été le premier publiquement à écrire un article dans Les Échos en avril 2005 pour dire il faut absolument réunir la capacité. C'était une faute de goût, hein. Comment ? Oui, je suis désolé, je ne vous connaissais pas bien à l'époque. Et donc, il faut évidemment rémunérer correctement la capacité. Et de la même manière qu'on a rémunéré le renouvelable avec des appels d'offres sur les gros sites et avec des guichets ouverts sur les petits sites, il faut faire pareil pour la flexibilité résidentielle. Il faut qu'on ait des guichets ouverts sur les contrats pour différence en matière de capacité. Vous m'avez demandé des propositions concrètes. Je pense que c'est des propositions très concrètes que je propose depuis assez longtemps. Ça fait son chemin, ça finira par arriver, j'espère. Oui, allez-y. Sur la flexibilité, je vais parler de transport encore parce que c'est ce que je connais, mais on voit des choses quand même qui arrivent. Enfin, on voit du V2G sur les véhicules. Alors, ça fait 10 ans qu'on est capable. Alors le V2G, c'est véhicule to grid. Hein, c'est de la recharge déjà différée dans le temps. Bon, ça s'est quand même généralisé sur les véhicules électriques neufs qu'on vend, que ce soit au niveau de la borne ou du véhicule. Donc déjà, rien que ça, selon RTE, ne pas déclencher la charge à 19h, mais plutôt à 23h, ça fait déjà beaucoup. Et puis ensuite, on a des véhicules qui vont pouvoir reverser de l'énergie dans le réseau au bon moment pour équilibrer tout ça. Donc, ça existe déjà. Hein. Technologiquement, oui. Ah bah, le problème... On va juste laisser Louis-Pierre terminer son... Et puis après, vous expliquerez pourquoi c'est compliqué. Ça existe déjà parce que c'est commercialisé par le groupe Renault et la R5 qui est à côté de nous propose ces technologies. Ça marche que quand elle est jaune. La technologie existe, le format réglementaire en France ne le permet pas. Ah bah alors, je peux vous dire que ça existe parce qu'il y a une offre commercialisée et j'ai des retours d'usagers qui le font. Mais bon, donc ça existe déjà. Enfin, il y a une offre chez Renault où quand vous êtes payé à l'heure branchée la nuit. Non, mais aujourd'hui, le problème... Je parle bien bidirectionnel. Il n'est pas technologique, le problème. Il n'est même pas économique. Le problème, il est réglementaire. C'est qu'aujourd'hui, qui va faire ça ? Qui va opérer le véhicule to grid aujourd'hui ? Si Renault a un accord pour le faire avec un fournisseur, très bien. Mais le problème aujourd'hui, c'est que vous avez un combat. Il faut être honnête. Il y a un combat aujourd'hui entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs et les opérateurs du marché de l'énergie qui se battent pour récupérer la possibilité de valoriser la flexibilité de la batterie. Et ils se battent. Et c'est un problème parce que quand vous avez les deux parties qui se battent, dans de très rares cas, ça fonctionne. Il y a effectivement quelques rares cas où ça fonctionne, mais en réalité, le constructeur automobile, il garde toutes les données de la batterie dans son véhicule en disant en plus, c'est une batterie qui est souvent en leasing, donc je ne vais pas vous donner les données parce que vous allez faire n'importe quoi avec ma batterie et c'est moi qui la paye. Il n'a pas complètement tort. Et d'un autre côté, le fournisseur ou l'opérateur de flexibilité, s'il n'a pas l'information de la recharge de la batterie, il ne peut rien faire. Donc vous aurez, oui, quelques cas où ça fonctionne, mais en réalité, ça ne se développe pas à la hauteur de ce que ça pourrait en termes de potentiel. Et c'est dommage. Il faut mettre en place des réglementations qui permettent de développer ces systèmes-là. Le message est passé sur la réglementation. C'est juste de dire que c'était quelque chose dont on ne parlait pas il y a 5 ans, et fort heureusement, il y a des briques nouvelles qui s'ouvrent et qui se mettent en œuvre et chargent à la puissance publique, et je suis bien placé pour traiter ces sujets dès lors qu'ils se posent. Voilà. Sur les bornes rapides publiques, vous avez aujourd'hui des tarifs qui varient selon l'heure de la journée, selon la cloche solaire, etc. Donc c'est quand même indirectement de l'intermittence qui arrive dans le quotidien des Français, et ça marche globalement plutôt bien. Enfin, Donc voilà, je pense que déjà de 1, en relançant la consommation électrique, en décarbonant, en sortant des fossiles, on va sortir par le haut de toutes ces questions d'équilibrage qui peuvent animer et qui sont importantes. Mais je pense qu'il faut d'abord relancer cette consommation et puis ensuite, je pense qu'on souffre plutôt de ça et après traiter sur le réseau les questions qui se posent. Mais je pense que globalement, on avance.
Et je voulais vous poser une question aussi plus précise. Quand on avait préparé cette table ronde, on avait parlé de l'électrification des zones industrielles, des centres logistiques, et il y avait la question qui se posait, qui se pose aussi à l'échelle des collectivités, enfin des immeubles. Aujourd'hui, c'est le premier qui s'électrifie, qui paye pour tout le monde. Puisque c'est lui qui demande le raccordement supplémentaire qui va être nécessaire pour charger ses camions. Du coup, tout le monde se regarde en champ de faïence. T'y vas? Non, j'y vais. En se disant que celui qui part le premier, c'est celui qui perd l'avantage compétitif puisqu'il prend la charge pour les autres. Comment on sort de cette espèce de logique infernale? Alors, on arrive sur les réponses de politique publique qu'on peut apporter. Et je pense que c'est ça qui est intéressant et important. J'ai parlé des équipes TCO. Donc là, vous avez compris qu'ils sont faits. C'est effectif, au moins jusqu'à mai 2027. Et donc là, on a des équipes TCO qui font que la demande va décoller pour les camions, camionnettes, voitures, etc. Ensuite, on en arrive sur des sujets réglementaires, d'arrêtés, de normes incendie, d'IPCE, de distance au bâtiment, et j'en passe, c'est des meilleurs, où effectivement, on a des freins. Bon, on n'avait pas de parc électrique par le passé. Et je veux dire, c'est tout le propre d'un passage à l'échelle. Donc c'est normal qu'on soit confronté à toutes ces questions. L'enjeu, c'est juste d'y répondre, d'aller prendre une par une et de les traiter dans l'ordre vis-à-vis d'une massification qui va se faire. Et donc là-dessus, il y a un point effectivement que vous soulevez, qui était de dire, quand on a des raccordements au réseau qui sont un peu lointains, c'est tout le premier demandeur qui prend le coup du raccordement. Et comment on fait? Ça ne marche pas parce que tout le monde se regarde et tout le monde attend. Donc là, dans le projet de loi de transport, qui, on peut l'espérer, va aller au bout, on a une disposition qui est extrêmement importante, qui vise à mutualiser ces coûts de raccordement entre acteurs au prorata de la puissance appelée. Un dispositif qui existe déjà sur les ENR et qu'on voudrait transposer pour les demandes de raccordement sur le réseau de distribution. Ça, c'est un exemple très concret de sujet qui est relativement, je pense, consensuel, sur lequel il faut qu'on avance. Mais il y en a d'autres. Si je vous parle des transporteurs routiers, aujourd'hui, vous avez des donneurs d'ordre qui ne sont pas forcément incités à se décarboner, là où vous avez des normes CO2 sur les constructeurs au niveau européen, et puis un transporteur routier qui est entre les deux, entre un constructeur qui dit il faut que tu achètes un camion électrique, et puis un donneur d'ordre qui dit non, moi je raisonne à l'euro et ça ne marche pas. Donc là, on a conçu aussi en interministériel un dispositif une trajectoire d'obligation de recours à de l'achat de prestations de transport. C'est un peu compliqué, mais on vise à mettre dans la loi française une trajectoire qui dit que tel grand donneur d'ordre devra acheter en 2031 X% de prestations de transport routier électrique, et ce sera obligatoire. Et donc ça permet d'équilibrer la tension et je dirais l'effort au sein d'une chaîne d'acteurs. Et je pense que c'est que comme ça qu'on avance, parce qu'en fait, ce qu'on voit bien ici autour de la table, c'est qu'il faut qu'on arrive à mettre dans une même temporalité des agendas qui sont différents. Donc c'est le constructeur automobile avec sa filière batterie, c'est l'usager pour qu'il comprenne comment les bornes fonctionnent, c'est l'économie, parce qu'il faut bien que tout cela tourne, et puis ça va de la mine de lithium jusqu'au centre VHU, parce qu'il faudra bien démonter ces voitures électriques et retraiter les batteries sur notre sol. Donc la révolution, elle est grande, mais je pense que, il faut qu'on s'attelle à prendre point par point les sujets, les mettre dans l'ordre. En tout cas, nous, c'est la consigne qu'on nous donne au niveau du cabinet du Premier ministre, et je pense que c'est une méthode qui va fonctionner, qui va produire ses effets. Alors, je sens Fabien, mais alors pas convaincu, mais du tout. Ah non, pas du Une tout. nouvelle norme, je suis désolé, moi je suis un libéral convaincu, donc je suis passé par l'obligation pour arriver à aboutir à un résultat que vous avez démontré étant logique économiquement, enfin démontré, non, vous avez affirmé logique économiquement, je trouve que moi ça me fait peur. Si vous pensez qu'il est effectivement plus rentable d'avoir des camions électriques, des véhicules électriques, plutôt qu'au gasoil, et que vous êtes obligé d'aboutir à l'obligation pour atteindre l'objectif, c'est qu'il y a un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, votre calcul, il est basé sur des hypothèses qui sont peut-être pas vraies vues d'aujourd'hui, mais évidemment, tous les investisseurs, il y en a peut-être dans la salle, se disent, ces calculs sont formidables aujourd'hui, mais demain, quid du prix de l'électron demain? J'en sais rien. Quid des taxes demain? Et sur un élément qui est à mon avis crucial sur la question de la comparaison entre le prix d'électricité ou des usages d'électricité et des usages des énergies fossiles, c'est la question du CO2. Il y a une directive, le TS2, désolé, c'est le système de quotas de carbone européen, qui a vocation à s'adapter donc au transport et au bâtiment avec une directive de mai 2003, donc de bascule sur le transport et le bâtiment, qui devait s'appliquer en 2027, qui va s'appliquer en 2028. La France traîne des pieds. Je n'ai jamais rien vu de la part du gouvernement français sur l'application de cette directive pour enfin appliquer ce type d'externalité sur le CO2 émis par le transport. C'est par là qu'il faut passer. Si vous pensez que économiquement ça a du sens, il faut mettre en place l'organisation économique pour que les signaux soient perçus par les investisseurs et qu'ils fassent naturellement les choses, pas avec des obligations. Je suis désolé, je suis un peu... on m'a demandé d'être un peu... d'animer un peu... Voilà, j'anime. Je suis un peu trash, je suis un peu direct. C'est pas vrai, on lui a rien demandé du tout, mais il est toujours comme ça.
J'entends bien et je vois les... Non, moi je veux juste souligner, je pense qu'il faut du bon dosage, il faut de l'incitation économique, c'est clair, sinon ça ne marche pas. Je vais prendre l'exemple des autocars électriques, on a 2% de vente, bon, l'équation économique n'est pas là. Bon, voilà. Mais, donc ça Peut-être parce qu'un autocar, ça fait des longues distances. Alors justement, non. Enfin, la plupart, on a tous les Flixbus en tête, etc. Mais c'est quelques pourcents des autocars. La plupart font du scolaire et du régional. Bon. C'est un exemple sur lequel on est en train de travailler. Non, mais juste un point. Sur les flottes d'entreprises, il y a 18 mois, on était à 12% d'achat de voitures électriques. Les TCO étaient déjà bons. On faisait les calculs avec les loueurs, les constructeurs, les entreprises, tout le monde. On vendait 10% de voitures électriques alors que le TCO était bon. On a mis une pénalité pour dire si vous n'y passez pas, attention, sanction. Ça n'a pas changé grand-chose à l'équilibre économique. Et d'un coup, on passe à 45% au mois de mai d'achat d'électrique. Donc, ouais, mais ça s'appelle merci Trump. Hein. Non, je ne pense pas, parce que le mouvement a été initié avant Trump. Quand on regarde la trajectoire, je pense qu'il y a deux choses qui se combinent. Mais voilà, c'est pour ça, je pense qu'il faut réunir les conditions économiques, d'infrastructure, d'opération, etc. Et puis surveiller ce qui se passe. Des fois, le marché met un peu de temps. Je pense que la PME, elle ne fait pas tous les jours son calcul de flotte quand elle a 5 véhicules dans sa cour. Mais voilà, je pense que des fois, un peu de coercitif peut se justifier. Ça sécurise aussi nos acteurs industriels constructeurs, qui sont très contents de pouvoir s'assurer qu'ils vont atteindre les normes CO2 qu'on leur oblige à respecter par ailleurs. Donc tout ça boucle, et à la fin, il faut que ces agendas-là se suivent. Et je pense que c'est à ces conditions-là qu'on arrivera à transitionner. Et je vais me tourner vers Rémi. Est-ce qu'on transitionne de façon acceptable? Est-ce que les territoires sont prêts à aller vers cette transition? Bon, là, on parle beaucoup de solaire. L'impression d'être dans Harry Potter, Voldemort, c'est l'éolienne. Mais est-ce qu'on est prêt à aller vers cette transition qui implique qu'on passe d'une énergie qui était invisible, elle était produite ailleurs et elle arrivait par pipe, on ne la voyait pas, c'était très bien, à aujourd'hui une énergie qui est visible parce que le renouvelable, c'est des panneaux solaires, des éoliennes et des pylônes. Donc on est d'accord, j'ai 4 heures pour répondre. Non, alors oui, je vais faire. On est en retard je vais faire beaucoup. Et puis je vois François qui regarde sa montre. Non, mais quand j'ai évoqué tout à l'heure, moi je suis désolé, moi je suis le local de l'étape, Banque des Territoires. Je suis très les pieds dans les projets, dans le concret des projets. Et effectivement, au-delà des sujets financiers, fiscaux, réglementaires et autres, un des sujets majeurs, c'est les changements d'usage des uns et des autres et l'acceptabilité vis-à-vis des projets. Je suis moins à l'aise sur les sujets de transport, mais plus sur les sujets, comme vous m'y invitez, de production d'énergie renouvelable, photovoltaïque, éolien, offshore, terrestre et autres, et le sujet donc de l'acceptabilité. Je vais enfoncer une porte ouverte, il faut faire de la pédagogie, mais il ne faut pas non plus se prendre à notre propre piège. Bien souvent, lorsqu'on défend des projets, on vient expliquer qu'il y a un corpus réglementaire qui encadre la réalisation du projet, et on s'applique à démontrer qu'on a bien respecté tous les tenants et aboutissants du cahier des charges, et que c'est pour ça que notre projet est bon. Alors dans ces cas-là, c'est simple. A, vous perdez. Face, vous ne gagnez pas. A, vous perdez, vous montrez que vous avez respecté tout le cahier des charges, et en face, on vous dit, c'est bien que le cahier des charges n'était pas assez complet. C'est trop facile. Et donc, on n'est toujours pas d'accord. Ou alors, on vous répond, OK, vous avez répondu à un cahier des charges, il y avait plein de sujets sur lesquels vous étiez attendu. C'est bien la preuve que votre projet, il est quand même nocif pour l'environnement. Sinon, on ne l'aurait pas encadré à ce point-là. Donc, bien souvent, moi, j'invite à faire une petite remise en contexte, sortir un peu du cadre. Si j'ai 10 secondes pour donner un exemple in situ, j'étais intervenu dans un débat public, projet de parc éolien, ce n'était pas dans cette région, où j'intervenais en tant que partenaire investisseur et aussi parce qu'on apportait la solution de la consignation qui permettait de garantir que 25 ans plus tard, quand le parc serait arrivé en fin de vie, on avait de quoi financer son démantèlement. Et les opposants, il faut bien les appeler comme ça, nous disaient, mais écoutez, vous vous rendez compte, votre projet, si votre système de consignation ne fonctionne pas, regardez ce projet, à 25 km à la ronde, on ne verra que lui, il ne pourra pas être démonté, et ça aura un impact important. Retournons la question. Moi, j'ai invité les gens à se retourner en disant, mais dites-moi, à 25 km à la ronde, est-ce que vous me trouvez une infrastructure, un bâtiment, dont le démantèlement est garanti à 25 ans? Le hangar agricole là-bas, le bâtiment industriel ici, le bâtiment public là, qui vous garantit que dans 25 ans, quand ils tomberont sur eux-mêmes, quelqu'un sera là pour financer le démantèlement. Et pourtant, l'éolienne que vous voyez là, elle va apporter des électrons à 25 km à la ronde. Donc parfois, il ne faut pas rester prisonnier de notre schéma. On l'a bien vu, le schéma réglementaire était très très fort. On est français quand même. Il faut parfois en sortir un petit peu
pour remettre les sujets un petit peu au centre. Puisqu'on parle de règlement, il y a peut-être un autre règlement qui va arriver, c'est l'obligation de mettre des batteries en plus des panneaux solaires. Ça, vous l'attendez avec impatience, ça, Xavier? Non, je ne l'attends pas avec impatience. Encore une fois, on vient d'un ancien monde, un monde analogique, avec une grosse machine qui tourne, des électrons qui tombent dans les tubes et qui arrivent partout, à un système avec des milliers de productions et de consommations qui s'en mêlent en temps réel à toutes les mailles. À la maille locale, à la maille de la maison, à la maille du quartier, à la maille de la ville, à la maille de la région, à la maille du pays, et avec les exports. Et tout va s'imbriquer les uns les autres. Le réseau électrique intelligent de demain sera multitransactionnel. À chaque maillon, il y a quelqu'un qui dira « Est-ce que c'est le bon moment d'injecter ou je garde ?» Et donc, il faut du stockage pour faire ça, un petit panier pour garder un peu d'électrons de temps en temps. Mais il ne faut pas systématiquement obliger à associer, comme le boulet au pied du prisonnier, la batterie avec son panneau. C'est une connerie. Vous êtes d'accord? Évidemment, obligation et quelle connerie, je suis d'accord. Si on envoie les bons signaux économiques, il n'y a pas besoin d'obligation. Et il se passera ce qui doit se passer naturellement, à condition de valoriser correctement les externalités. Et l'enjeu numéro 1 de la décarbonation, c'est écrit dans le terme, c'est carbone. Il faut valoriser le CO2 dans le bâtiment et le transport. Qu'attend la France? Je ne comprends pas. En plus, c'est tout l'intérêt de la France. On a le système électrique le plus décarboné, si ce n'est du monde, d'Europe. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place le dispositif? Alors, j'ai cru comprendre qu'on avait peur des gilets jaunes, qu'on était traumatisé par les gilets jaunes. Ok, mais il y a un moment, on ne peut pas avoir le double discours de dire on veut le faire, et puis en fait, on n'envoie pas les signaux économiques, on va obliger tout le monde. Non, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, ça ne marche pas. Alors, je suis désolée, on me fait des gros yeux parce qu'on doit rattraper le retard qu'a pris François tout à l'heure. Donc, je ne vais pas lancer la question sur est-ce qu'il faut baisser l'accise sur l'électricité et augmenter celle du gaz, mais vous avez répondu à la question. Est-ce qu'on peut avoir d'autres mesures incitatives et d'autres solutions, selon vous, pour arriver à, je sais pas, à déclencher un achat de camions électriques ou de voitures électriques avec des gens qui ne savent pas si leur électricité dans 3 ans ne va pas brusquement augmenter? Et après, s'il y a des questions dans la salle, on aura le temps de les prendre. Bon, je pense qu'on a déjà répondu à pas mal de choses. Moi, le constat que je fais, c'est que en fait, toute personne normalement constituée qui est montée dans un véhicule électrique, en général, ça se passe bien. Et dans 95% des cas, il a envie d'y rester ou de continuer avec lui l'histoire. Bon, c'est ce qui nous conforte et c'est ce qui est réjouissant. Et je suis un peu trop dans mon bureau à Paris. J'ai perdu le... C'est bon. Mais j'arrête les chauffeurs routiers qui livrent en camion électrique le matin à 7h. Systématiquement, ils sont tous mais absolument conquis par la solution. Prêtez-vous à l'exercice ou peut-être que... Et donc, je pense qu'à la fin, ça va très bien se passer. Je discutais avec des personnes du BCG il y a peu de temps. Ils disaient, depuis, je suis un peu jeune, donc ils disaient depuis 20 ans qu'on regarde ces questions, on est toujours surpris à la fin de la vitesse de transition. Et nous, on a des scénarios de transition écologique. En 2030, on prévoit 66% de ventes de voitures électriques. C'est-à-dire que dans 4 ans, on prévoit que 2/3 des voitures neuves en France vendues seront électriques. Alors, tout le monde nous dit depuis 3-4 ans, vous êtes dans les nuages, ça ne se fera jamais, on n'y arrivera pas, etc. Bon, il se trouve que personne n'avait envisagé qu'au mois de mai 2026, on soit à quasiment 30% d'achats de voitures électriques et 45% chez les flottes, etc. Donc la période actuelle, elle montre qu'il peut y avoir une extrême volatilité dans ce passage aussi à l'électrification, et c'est en soi une bonne nouvelle. Je pense que c'est l'enjeu nouveau de la période actuelle. Donc aller vers 2/3 de voitures électriques en 2030, je pense que c'est possible. Et après, je pense qu'il va y avoir une courbe en S et les citoyens français vont mieux connaître la technologie par leurs voisins, un conducteur de taxi, un camion électrique qui passera dans la rue. Et je pense qu'il va y avoir un vrai effet pivot qui va arriver. Et là, à ce moment-là, les normes qui auront permis d'amorcer la chose et de lancer une industrie, etc., des produits, ne seront plus forcément nécessaires et on cheminera naturellement vers une électrification quasi totale. Donc voilà, je pense qu'il y a une phase d'amorçage qui est dure pour les enjeux industriels, de changement d'usage, de politique de fiscalité qui est compliquée. Je pense qu'on sort bientôt de cette phase-là, ce qui me rend assez positif. Merci. On m'a dit qu'il fallait laisser du temps s'il y avait des questions dans la salle, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, vous avez un micro qui va arriver. Voilà, la vraie révolution sur la voiture électrique, c'est quand ma maman, qui a 80 ans, et une voiture qui a 200 000 km, on peut passer un micro.
changera de voiture électrique en arrêtant de me dire oui, mais j'ai besoin de 450 km d'autonomie quand elle en fait 20 par jour, c'est le bout du monde. Oui, bonjour. Donc oui, ma question va être sur la partie voiture électrique, effectivement. On est à Rennes, le premier employeur de la région et de Rennes, c'est Citroën. Enfin, c'était Citroën, maintenant Stellantis. Et là, il y a eu l'annonce que en gros, ça va être l'assemblage des voitures Dongfeng, vendues 70 000 € en Europe. Bon, à peu près, enfin bon, ouais, 560 peut-être. Donc la première question, plus voilà, au pouvoir public et autres, c'est pourquoi c'est pas une C5 électrique qui sera assemblée à Rennes et pourquoi c'est une Dongfeng? Première question. Et deuxième question, par rapport aux batteries Vercor qui alimentent les voitures, enfin on parlait de la R5, pourquoi il n'y a que de la production de technologie NMC qui est vraiment plus pour du véhicule et pas de production LFP qui est pour le stationnaire? Donc on parlait des batteries. Oui, il n'y a pas que vous. On parlait des batteries. Non, mais après ça c'est de la chimie. Sur les cycles, c'est de la sur chimie, mais pour ceux nickel, qui connaissent. manganèse, cobalt. Voilà, versus, exactement. Donc si on veut électrifier, on veut flexibiliser le système. Malheureusement, voilà. je vais être obligée de vous interrompre. On n'est c'est pas ces deux venu questions, voilà. ni avec le PDG de Stellantis, Oui, mais si vous avez deux Il y a réponses. quand même une question de souveraineté, de signaux économiques, et que si on y va, il faut y aller à fond, quoi. Mais là, voilà, on appelle Nation France ou autre, il faut y aller à fond, quoi. Sur les chimies de batterie, pour faire très court, parce qu'il y a 4 ans, tous les constructeurs européens se disaient le consommateur ne passera pas à l'électrique s'il n'a pas 600 km d'autonomie. Et donc les constructeurs eux-mêmes ont passé des contrats pour demander explicitement du NMC. J'étais déjà sur ces questions en école d'ingénieur à ce moment-là. Je peux dire que le LFP, c'était pas nouveau. Tout le monde se disait ça va décoller, etc. J'étais assez surpris de voir que les constructeurs européens demandaient tous du NMC. En plus, sur une filière qui est nouvelle, émergente, et ça, c'est pas la faute de la filière, c'est minimum 4 ans de développement. Donc en fait, on arrive à un moment, il n'y a que du NMC. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Bon. Mais parce que je pense aussi qu'on a beaucoup douté de la transition, c'est-à-dire que ça faisait depuis 2008 on vendait Tesla, on était déjà en 2020 passé, et donc en fait est-ce que vraiment la transition ça va se faire ou pas? On voit qu'elle se fait bon an mal an et c'est une bonne chose, et donc on est un peu rattrapé par ces enjeux industriels. Et donc je pense que c'est effectivement là, et c'est tout le travail du gouvernement, de l'administration, de passer un gros focus sur ces sujets industriels, et je peux vous assurer qu'ils sont extrêmement bien suivis des interactions que je peux avoir avec Bercy et la Direction Générale des Entreprises. Donc ça c'est juste sur la filière batterie. Sur Stellantis, je pense que c'est aussi un peu la même réponse. C'est-à-dire que on a un État chinois extrêmement bien planifié, organisé, etc. Et donc on n'a pas su voir, je pense collectivement, je pense que la faute elle est collective. Enfin, elle est collective, encore que quand on regarde le groupe Renault, on a quand même une différence de positionnement. On a un groupe qui a investi quand même assez tôt dans l'électrique, qui a le premier peut-être, qui ensuite voilà, a surfé sur sa Zoé, on va dire, mais c'était très bien, qui aujourd'hui est encore dans la course, et tant mieux. Et puis on voit qu'il y a d'autres acteurs historiques européens qui ont eu peut-être un peu plus de mal. Mais quand je regarde Volkswagen et quand je regarde les Allemands, je peux vous assurer que chez Volkswagen, il y avait une situation à peu près similaire, sur l'électrique. Et l'Allemand, je pense que l'Allemand, il met un peu de temps à démarrer, mais quand il démarre, il y va fort. Et vous allez voir que côté allemand, ça va se réveiller, je pense, très fort sur la voiture électrique, notamment chez Volkswagen. Et donc je pense, et on peut espérer pour Stellantis, je pense qu'il faut le souhaiter, que le groupe sache capitaliser sur des transferts de technologie, etc., pour qu'on puisse aller vite fort de manière efficace sur cette transition. Donc c'est pas non plus catastrophique, je dirais, que de faire ces transferts technologiques. On les a fait par le passé dans l'autre sens. On espère qu'on va les refaire à notre profit sur la technologie électrique. Mais on voit bien que finalement, là, l'enjeu, il est vraiment industriel. Et je pense que c'est une question qui est importante. C'est peut-être pour moi le critère le plus limitant aujourd'hui pour accélérer sur l'électrification des transports. S'il y a une autre question, si on a peut-être 2 minutes encore. Oui, moi j'ai une question. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaiterais interroger Monsieur Geffray. Je me demande si aujourd'hui, est-ce qu'une batterie de stockage d'électricité qui est raccordée au réseau public est considérée comme présentant un intérêt collectif? Alors mon collègue en charge de l'énergie n'est pas là et je ne vais pas répondre.
en bonne personne d'administration, je ne réponds pas sur les questions que je ne maîtrise pas. Vous avez un avis? Voilà. Une idée? Il y a des enjeux de normes, de taille, d'incendie, etc. Bon, Aujourd'hui, on est encore très loin de ça, malheureusement, parce qu'on raisonne, encore une fois, on a un système d'exploitation qui est ce qui est, excessivement développé et complexe. La France a une histoire avec l'énergie qui est multiséculaire, et donc on a l'un des grilles de code les plus complexes du monde, les plus aboutis aussi. C'est aussi ce qui nous a protégés, par exemple, avec des trucs comme l'Espagne, parce qu'on va plus loin, beaucoup plus loin. Mais cette ultra-complexité, elle fait qu'il y a beaucoup de règles qui ont été écrites sur le passé, il y a très peu de règles qui ont été écrites sur le futur. En général, c'est pas comme ça que ça se passe, l'écriture des règles d'ailleurs. Et donc là, aujourd'hui, on a des nouveaux composants qui viennent et on ne sait pas trop comment les traiter. Aujourd'hui, on les traite comme des équipements complémentaires. Donc on est plutôt dans une logique d'addition de puissance, par exemple, vis-à-vis du réseau, plutôt que de considérer que c'est un système qui pourrait effacer et donc qui serait avec une valeur négative de puissance. Et on est loin de là. Et pour ce qui est de la mutualisation, là aussi, on vient à peine d'ouvrir les marchés des services systèmes, donc ce n'est pas dans les logiques encore. On a le temps de prendre encore 2 questions. Je sais. Merci. Bonjour. Je vais avoir une question hors cadre. Enfin, on a parlé de hors cadre tout à l'heure. Et puis, j'ai entendu beaucoup parler de souveraineté. Là, on parle beaucoup de panneaux solaires qui viennent de Chine, essentiellement. Mais on a des velléités en France de pouvoir avoir des fabrications de panneaux solaires. Je parle de Voltex Solar de Heliosolis. Pas loin chez les Italiens Swisssun, qui a une technologie hors TOPCon, et puis de hétérojonction, c'est ça. Et puis malheureusement Carbone, qui a jeté l'éponge. Est-ce que alors quel est votre regard sur ces futures productions, et est-ce que vous avez une analyse de ce qui s'est passé pour Carbone? Alors, on n'a pas le temps de l'analyse, mais je vais poser le débat. Les panneaux solaires sont une commodité. Je rentre de Chine, j'y étais la semaine dernière, au plus grand salon du monde, 500 000 visiteurs en 3 jours. Un peu un sujet. On voit de moins en moins les panneaux. Pourquoi? Parce que c'est plus un sujet, c'est une commodité. Et si je fais l'analogie entre les panneaux solaires et les moellons, parce que les moellons c'est une commodité, s'il y avait un salon du bâtiment, vous verriez personne exposer des moellons. Mais pour que vous verriez des Bouygues, des Vinci, donc des opérateurs. Eh bien, il est en train de se passer la même chose dans les plus grands salons solaires du monde. On voit des opérateurs, du stockage, du service système, du service réseau, etc. etc. Pourquoi? Parce que c'est une commodité. Toutes les commodités sont fabriquées régionalement. Nous n'importons pas de moellons de Chine, nous n'importons pas de ciment de Chine, nous n'importons pas de fenêtres de Chine. Eh bien donc, les commodités sont et seront fabriquées régionalement. Aujourd'hui, un panneau solaire, 35 € le mètre carré. Vous allez chez Leroy Merlin pour regarder ce que coûte du parquet pour votre salle de bain, c'est plus cher que ça. Donc, à partir de là, les commodités vont être fabriquées ici. Les usines vont revenir. La question, c'est est-ce que nous voulons des usines françaises ou est-ce que ce seront des usines chinoises qui vont s'implanter là? Moi, je n'ai pas de religion là-dessus. Je sais qu'ils vont revenir et c'est des emplois pour nous. Prenons. Je veux juste rappeler une chose, puisqu'on parle d'automobile, qu'on parle d'usines un peu vides ici à Rennes, qu'il reste une usine encore en France qui fabrique des voitures, c'est la Yaris. Ce n'est pas une voiture française. Et que les voitures françaises sont de moins en moins fabriquées en France. Donc vous voyez, la loyauté industrielle, elle n'est peut-être pas forcément 100% française, et que peut-être laisser venir les Chinois, c'est peut-être pas idiot. Oui. Alors je rajoute qu'il y a beaucoup de compétences derrière le moellon photovoltaïque et qu'en France, on a toutes les compétences déjà sur place, et en particulier les compétences qui concernent la photonique. Vous prêchez un convaincu. J'ai écrit avec EY un papier sur la réindustrialisation il y a 3 ans ou 4 ans pour Madame Borne. Donc oui, je comprends très très bien la chaîne de valeur. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est si on veut jouer dans la cour des grands aujourd'hui, il faut être capable de déployer un outil industriel à une taille avec des process qui sont ceux des règles du jeu de cette industrie. Sinon, tout ce qu'on fait à la petite échelle pour se dire on va faire un peu 100 mégas, machin, etc., ça ne peut pas être au prix. Or, aujourd'hui, une commodité, c'est soit la marque, soit le prix. Et comme on n'a aucune chance sur la marque, ben, le seul truc, c'est d'être dans le bon prix.
je voudrais rajouter un deuxième point, mais dans une autre dimension. Il ne faut pas confondre souveraineté industrielle et énergétique. La question que vous posez, c'est une question de souveraineté industrielle. D'un point de vue énergétique, que le panneau il vienne de Chine, de France, apparemment, ou d'ailleurs, à partir du moment où il est sur le sol français, il va produire. Il ne va pas contraindre à la France à prendre des décisions en fonction de l'origine du panneau. Et en l'occurrence, on met souvent en opposition le nucléaire qui serait français et le panneau qui ne l'est pas. Le nucléaire, c'est une technologie qui vient d'ailleurs. Et une fois qu'il est en France, on est souverain énergétiquement, qu'on a son propre moyen de production. Par contre, si on commence à devenir dépendant de l'étranger pour produire notre électricité, notamment à partir de pétrole et de gaz, bah là, on perd en souveraineté énergétique. Je ne dirai rien sur le nucléaire, la technologie qui vient d'ailleurs, parce que sinon on va s'engueuler encore et on n'a pas le temps. Westinghouse. Westinghouse. Une dernière question peut-être, on me dit qu'on a le droit. Bon, mais sinon, ouais. Bien, ben, merci beaucoup messieurs. Ça a été... Non. Ah, c'est le chef qui a une question. Non, je voulais quand même profiter de ce tour de table pour déjà vous remercier. Parce qu'en fait, quand j'ai introduit tout à l'heure la réunion, c'était exactement ça, ce dont je voulais pour cette journée, c'était qu'on prenne un temps. On est tous dans nos silos et dans nos quotidiens à avancer. On n'est pas tous d'accord, mais en fait, finalement, en prenant le temps d'échanger, on arrive à avoir une table ronde qui finalement trouve des intérêts, donne des idées, explique des choses. Alors, Fabien, moi je l'ai connu, j'étais tout petit, parce que c'est un de mes premiers employeurs. Et je ne comprenais rien à ce que je devais vendre. Et Fabien a cofondé Direct Energy. Et quand j'allais le voir avec une question, je repartais avec 10 questions. C'était toujours... Parce qu'en fait, le problème de l'énergie, c'est que c'est un métier très complexe, très technique. Il y a juste à regarder sa facture d'électricité pour se barrer, quoi, en fait. On n'a pas envie de comprendre. En tout cas, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que... la transition, moi je dis souvent des phrases un peu simples, mais la transition finalement on sait la faire. C'est des choses simples, on doit casser l'inertie. On connaît les raisons ou les solutions qui vont nous permettre d'avancer. On va avoir une table ronde juste après qui est censée nous dire mais en fait on peut faire transition ensemble, mais il faut donner un peu envie de faire cette transition. Et une des solutions pour moi que je donne, c'est peut-être pas la réglementation. Je retiens le côté libéral de Fabien qui dira attendez, la réglementation à un moment donné il faut peut-être calmer. Par contre, je pense qu'on a déjà dans nos stocks, dans nos chaussures, des choses à faire au quotidien qui permettent d'être libérés. Louis-Pierre, on parle souvent de la Tierwert pour les voitures électriques et pour le renouvelable qui est connecté. On peut parler de l'ETS2 qui est là, il est présent. On a parlé tout à l'heure de la CSRD, on est retombé. En fait, on a déjà plein d'outils et plein de moyens. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a juste besoin de mettre du bon sens et des projets dans notre quotidien. Donc, se parler, se voir, se passer des moments comme ça. Je voulais vous remercier à toutes et à tous pour votre franchise, votre côté straight to the point, comme disent les Anglais. Et j'aime bien. Et en tout cas, merci. Et on va passer à la table ronde numéro 2. Merci beaucoup.